Aux abords de Paris, j'ai découvert un spectacle industriel à la beauté troublante. Une usine illuminée, en pleine nuit, graphique, esthétique. Ces cheminées ont longtemps été le symbole d'une prospérité économique conquérante. Désormais, elles riment avec pollution, danger pour l'environnement et risque pour la santé. En particulier, les usines de bitume. Il y en a 500 en France. Elles fument de jour comme de nuit pour fabriquer le revêtement de nos routes et de nos trottoirs. On produit chaque année des millions de tonnes de bitume. Aujourd'hui, il est partout sous nos pas, pour rouler ou pour marcher. Un bitume devenu indispensable et dont je vais explorer la part d'ombre. Cachées dans les fumées de ces usines, des milliers de substances toxiques. Certaines nous sont familières, comme les particules fines. D'autres moins connues, comme le benzène et le benzoapyrène. Je vais rencontrer ceux qui habitent autour de ces usines et découvrir qu'ils vivent dans l'inquiétude. Pour eux, ces fumées sont dangereuses. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait rendre les gens malades sur notre commune, autre que ces émanations de l'usine. Les habitants ont-ils raison de s'interroger? Pour tenter d'y voir clair, je vais solliciter des scientifiques, les services de l'État, mais aussi des industriels. Comment fonctionnent leurs usines? Comment sont-elles contrôlées? Peut-on leur faire confiance? On s'est aperçu que dans ces gros dossiers qui font des centaines de pages, il y a des erreurs de règle de 3, des choses aussi bêtes que ça. Il y avait une erreur de calcul grossière à la 3e page. Aux 4 coins de la France, je vais arpenter ce bitume pour tenter de répondre à une question. Faut-il se méfier des usines qui le fabriquent? Je n'ai pas mis longtemps à trouver une usine qui suscite la méfiance des riverains. Sur l'asphalte des quais de la gare Montparnasse, je pars pour la Charente-Maritime, près de La Rochelle. Là-bas, une usine de bitume est accusée de tous les maux. Elle se trouve près de Saint-Rogatien, une bourgade d'à peine 2000 âmes. Les habitants soupçonnent le site industriel d'être à l'origine de nombreux cancers. L'usine date de 1969. C'est l'une des plus anciennes de France. Facile d'accès, elle alimente en bitume une grande partie du département. À 300 mètres de cette cheminée, vit Madame Tardet. Elle habite ici depuis 40 ans. Bonjour. Bonjour, je vous emmène à ma toiture. Elle m'invite à constater les nuisances qu'elle subit, à commencer par des dépôts de suie sur son toit situé côté usine. Un dépôt noirâtre et huileux que l'on retrouve aussi sur le rebord de sa fenêtre. Vous pouvez constater, c'est gras. La preuve, regardez, c'est collé à mes doigts. C'est pas une poussière normale. C'est vraiment de la fumée. Des déchets de suie, Depuis quelques années, son jardinier Philippe voit dépérir un à un les arbres de sa propriété. Un petit peu plus tard, vous allez voir, il y aura de la taille à faire aussi. Abricotiers, mûriers, cerisiers, en tout 18 arbres sont morts prématurément. Oui. Il y avait un abricotier là, oui, le gros abricotier. Quant à ces conifères, ils ont perdu presque toutes leurs épines alors qu'ils ont à peine 30 ans. Oh, ouais. Vous voyez, tout ça c'est sec. Oui. Bah ça, oui, ça c'est mort. Bah tout ça, il y a, on va dire les 9/10 qui sont secs. Ils étaient beaux avant. Oui, bah oui. Ils étaient beaux. Ah oui. Des études scientifiques ont prouvé que certains composés des fumées de bitume peuvent pénétrer dans les végétaux et les rendre malades. Ça fait un petit peu peur de vivre dans cette atmosphère, cet environnement. Hein. En allant à la rencontre d'autres habitants, je constate que cette peur est largement répandue dans le village.
Donc là, on la voit pas très bien, mais l'usine est juste là, à 300-400 mètres. Et puis nos maisons sont là. Voilà. Donc là, c'est le lotissement Galbar et on habite juste ici. Nicolas Ruffin a dépensé toutes ses économies pour s'installer dans ce pavillon il y a 2 ans, avec femme et enfants. Le jour où il a acheté sa maison, l'usine ne crachait pas de fumée. C'est désormais le cas, plusieurs fois par semaine. L'usine, elle est au niveau du pylône, elle est cachée derrière l'arbre. Donc voilà, après, selon le vent, la fumée vient chez moi et puis du coup, ça sent mauvais. Ouais. Ça sent le produit chimique, ça sent fort. L'autre jour, je suis montée dans ma voiture, franchement, j'ai dû me boucher le nez, quoi. Ça brûlait les nez, ça brûlait les narines. Pire que les problèmes d'odeur, ils craignent pour leur santé et celle de leur petite fille. Je ne vais pas attendre qu'un gamin ait une leucémie ou quelque chose ou autre pour que les choses... donc je vais attendre que la petite elle ait une leucémie, ça y est, j'ai perdu un gamin, bon bah ok, je vais partir. Non, moi, de toute façon, l'affaire elle est vite vue. Si je veux que ça bouge, c'est moi qui vais bouger. Les inquiétudes des habitants de Saint-Rogatien sont-elles fondées? J'ai cherché à rencontrer des médecins dans la commune. Aucun n'a souhaité m'accorder d'interview. Finalement, à la nuit tombée, j'ai rendez-vous avec l'ancienne pharmacienne du village. Michel Faure a accepté de me parler de ses 8 années passées à travailler dans l'officine du village. Donc là, on arrive à la pharmacie. Elle se souvient avoir délivré une grande quantité de médicaments pour des habitants gravement malades. Il y avait beaucoup de cancers, il y avait des maladies auto-immunes. Ce qui était étonnant, c'est d'avoir tous ces cas sur une seule officine, quoi. Ça couvrait franchement une population quand même beaucoup plus large que partout où j'ai travaillé. Aujourd'hui, elle tire la sonnette d'alarme. Selon elle, ces maladies seraient causées par les fumées de l'usine. Vous pensez que c'est toxique? Que ce soit toxique, bah oui, c'est juste sûr. Mais encore une fois, je n'ai aucune preuve, je n'ai que des observations pareilles, des plus inattendues. Aucune preuve, mais une conviction profonde. Ça va bien, ma belle? Partagée avec cette autre habitante, Monique Page. Elle a créé une association et compte bien obtenir la fermeture de l'usine. Les 2 femmes ont entrepris leur propre enquête de voisinage, avec une idée: répertorier toutes les maladies graves apparues à Saint-Rogatien. Bon, allez au boulot. Ouais. Une méthode empirique qui n'est pas scientifique. Grâce aux témoignages récoltés dans la commune, voici le décompte auquel elles sont parvenues sur une période de 20 ans. Alors, maladie auto-immune, moi j'en ai 4 de répertoriés. J'ai 2 enfants, par contre, avec les maladies auto-immunes. J'ai 3 ans et 10 ans. Moi, je me retrouve avec 10 cas de leucémie. En additionnant les cancers et les maladies du système immunitaire, elle ne s'attendait pas à atteindre un nombre aussi élevé. 47 cas pour 2000 habitants. C'est beaucoup. Ah bah oui, c'est beaucoup. Il y a forcément un problème quelque part dans la commune pour qu'il y ait une concentration aussi énorme de cas sur un si petit territoire. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait rendre les gens malades sur notre commune autre que ces émanations de l'usine. Dans ce village de 2000 habitants, 47 maladies graves, dont 39 cancers en 20 ans. Sur une telle période, impossible de rapporter ces données à une moyenne nationale. Alors, comment puis-je interpréter ces chiffres? Je me suis adressée à 2 médecins, spécialistes des questions de santé publique, et leurs avis sont bien différents. Le docteur Lechuga dirige l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, dont dépend la commune de Saint-Rogatien. Il représente l'État et a en charge la santé des habitants. Le docteur Jaumier, lui, est un élu vert. Il fait partie d'un collectif, l'Appel des médecins, qui alerte les pouvoirs publics sur les dangers de la pollution de l'air. Le premier m'affirme que ses services de veille sanitaire n'ont jamais détecté le moindre problème à Saint-Rogatien. Quant aux chiffres avancés par Monique et Michel, pour lui, ils ne veulent rien dire. Les échantillons sont
ne sont pas suffisamment représentatifs pour conclure à l'intérieur des quelques centaines de personnes qui vivent à Saint-Rogatien qu'il y aurait un problème. Les données au jour d'aujourd'hui, en termes de relation de cause à effet, ne me semblent pas très franchement inquiétantes. Qui pourrait sérieusement vous dire que l'ensemble de la pathologie qui est présente à Saint-Rogatien est imputable à telle ou telle émission dans telle ou telle installation? Mais est-ce que vous pouvez dire le contraire? Ce n'est pas possible, madame. Est-ce que vous pouvez dire le contraire? Non, mais je ne fais pas de l'épidémiologie fiction. Voilà, je traite avec la réalité. J'évoque ces mêmes chiffres avec le docteur Jaumier, spécialiste des maladies liées à la pollution de l'air. Son analyse est plus alarmante. Et moi, quand je vois des chiffres comme ça, je ne peux pas me dire « Ah, c'est la fatalité, c'est comme ça, dans cette petite ville, il y a plus de leucémie, c'est le fruit du hasard. » Non, c'est peut-être le fruit du hasard. Mais on ne peut pas exclure que ce soit le fruit d'une pollution précise, et à ce moment-là, c'est totalement irresponsable de laisser cette pollution continuer. Qui croire? En tous les cas, je vais découvrir que les médecins s'accordent sur un point: les fumées des usines aggravent les risques de cancer. Lors de mon passage à Saint-Rogatien, on m'a parlé d'une famille qui a habité le village pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle a déménagé. Cette famille, je la retrouve au centre hospitalier de Vannes, en Bretagne. Céline et Arnaud Martinet sortent d'une séance de chimiothérapie. Leur petit garçon de 2 ans souffre d'un cancer du sang. Enlève ton masque. La leucémie de Baptiste s'est déclarée il y a 6 mois. Non. Depuis, la famille Martinet vit au rythme des soins du petit garçon. Là, actuellement, on entame une phase de chimiothérapie tous les jours. Ouais. J'ai dû m'arrêter de travailler. C'est quasiment impossible de continuer de travailler quand on a un enfant malade, notamment par rapport aux fréquences d'hospitalisation. C'est toute une organisation, c'est vrai que ça change quand même pas mal la donne. Et du coup, on apprend à vivre avec la maladie un peu au quotidien, quoi. Lorsque leur fils est tombé malade, la famille vivait à 500 mètres de l'usine de bitume de Saint-Rogatien. Le 6 avril 2014, on a découvert la leucémie de Baptiste, une leucémie lymphoblastique aiguë. On vous pose c'est quoi les habitudes alimentaires, on vous pose est-ce qu'il y a comment dirais-je, des antécédents familiaux. C'est pas une maladie qui peut être héréditaire? Pas du tout, non. Que vous ont dit les médecins? Est-ce qu'on a été dans un pays étranger? Ça, j'ai le souvenir qu'on nous avait posé cette question-là. Oui. Et après, est-ce que vous avez une usine à proximité? Ouais. Donc nous, on a mis le doigt sur l'usine, puisqu'il n'y avait que ça qui nous paraissait être peut-être la cause de sa maladie. Ouais. Baptiste. Les parents de Baptiste n'ont aucune certitude. Mais pour les médecins, l'usine fait bien partie des suspects. Et pour cause. Dans ces fumées d'usines de bitume, il y a des produits cancérigènes, identifiés comme tels par l'Organisation mondiale de la santé depuis plus de 20 ans. Les particules fines et le benzène notamment. Quant au benzoapyrène, il a été reconnu cancérigène plus récemment, en 2012. Plus la science avance, plus on découvre que ces fumées sont toxiques. Toxiques au point d'avoir pu causer la leucémie de Baptiste. André Picot, toxicologue, va me révéler un élément troublant concernant le benzène présent dans les fumées des usines de bitume. Ce benzène traverse très très facilement le placenta. Donc tout ce que respire la maman, malheureusement, son futur bébé va l'accumuler. Si pendant quelques années ils sont soumis à une atmosphère riche en benzène, leur probabilité de déclencher une leucémie n'est pas négligeable. J'évoque avec André Picot la cheminée de l'usine de Saint-Rogatien. Avec lui, je comprends que tout dépend de la manière dont on est exposé à ces fumées. La dangerosité à 100 mètres, par exemple, dans un jardin, si on cultive son jardin, va dépendre du panache. Ce qu'on appelle le panache, c'est-à-dire la façon dont ces fumées vont retomber au sol, qui vont être totalement liées aux conditions atmosphériques, les vents en particulier. En plus de la quantité, vous avez le facteur temps
combien de fois vous allez le respirer, pendant combien de jours, pendant combien d'années, hein? Est-ce que vous allez rester toute votre vie à côté de cette usine? Est-ce que vous allez y rester une journée? Pour limiter les risques d'exposition, ces fumées, dangereuses pour la santé, font l'objet d'une réglementation stricte, que les industriels sont tenus de respecter. Mais est-ce toujours le cas? Donc France 2, envoyé spécial. J'ai voulu en savoir plus sur le fonctionnement de ces usines de bitume. À Saint-Rogatien, on ne m'a pas autorisé à entrer. Même fin de non-recevoir auprès des grands groupes industriels du bitume. Colas, Eiffage, Eurovia. Tous me renvoient vers leur syndicat, l'USIRF. C'est lui qui choisira l'usine que je vais visiter. Elle est située dans une zone industrielle de la région de Caen. Je suis accueillie par les représentants du syndicat des patrons du bitume. Bonjour, donc je suis Jean-Baptiste de Prémar, donc délégué général de l'USIRF. Xavier Barthélemy, expert matériel auprès de l'USIRF. Cette usine est l'une des plus récentes de France. Seule 1 sur 10 est construite sur ce modèle dernier cri. Elle fonctionne au gaz plutôt qu'au mazout, et pour limiter les émanations, toutes les machines sont enfermées dans un bâtiment. Seul dépasse un bout de cheminée. Mon tournage est très encadré. Je n'ai pas le droit d'interviewer les employés du site. Mais je peux filmer la recette du bitume. La matière première de nos routes, c'est du gravier. Ajoutez-y quelques morceaux d'anciennes routes détruites. Acheminez les matériaux dans l'usine, puis chauffez-les à 160 degrés. Mélangez le tout et servez chaud, directement dans le camion. Selon le porte-parole, la réglementation a tout prévu pour limiter les risques liés à ces fumées. Cette fumée est évacuée à une vitesse assez élevée, entre 15 et 20 mètres secondes, à une hauteur. Et cette hauteur et cette vitesse font qu'on a un effet de dilution très important de cette vapeur et de ces gaz de combustion. En plus de ces précautions, il y a des normes à respecter. Tout ça étant soumis à une réglementation qui génère des seuils maximum à ne pas dépasser pour les émissions à la cheminée. Mais comment savoir si les industriels respectent bien ces seuils? Sont-ils contrôlés et comment? Après quelques recherches, j'apprends que l'État a mis en place un service spécial de fonctionnaires, une police de l'environnement, pour contrôler plus de 40 000 sites industriels à risque. Cette police est située dans chaque préfecture. Celle de Créteil, dans le Val-de-Marne, a accepté de me recevoir. Enchanté. Enchanté, Sarah Oltaf. Jean-Marie Chaban. Merci de me recevoir. Monsieur Chaban dirige le service. Sous ses ordres, une dizaine d'inspecteurs. Pour chaque usine de son département, il a un gros classeur. À l'intérieur, ce type de tableau. L'État fixe les limites de pollution à ne pas dépasser, mais ce n'est pas lui qui va contrôler si ces limites sont bien respectées. Vous n'allez pas vous-même monter en haut de la cheminée à une échelle pour aller voir ce qui sort? Non, le nombre d'inspecteurs dont nous disposons ne permet clairement pas de contrôler toutes les activités classées. Alors, qui contrôle? Étonnamment, ce sont les industriels eux-mêmes qui envoient leurs propres mesures aux inspecteurs de l'État. On parle d'autosurveillance. Les autosurveillances sont généralement confiées à des bureaux d'études ou des laboratoires. Ils sont rémunérés par qui? Les contrôles sont à la charge de l'industriel, sont financés par les industriels. Ces contrôles payés par l'industriel sont-ils toujours fiables? J'ai demandé à assister à un contrôle de la pollution dans ces usines de bitume, sans succès. En Lorraine, un bureau d'études a accepté de me montrer comment il procède. Bonjour. C'est Monsieur Lafargue, l'un des directeurs, qui va me l'expliquer. Un contrôle, ça commence au pied de la cheminée de l'usine par des prélèvements d'air. Les polluants sont analysés, puis les résultats sont traités par ordinateur. C'est surprenant, on ne fait ici que des projections mathématiques de la pollution. Ces retombées sont uniquement estimées par un logiciel,
aucune mesure concrète faite par des capteurs autour de l'usine. Monsieur Lafargue en est convaincu, le système est très fiable. Vu la puissance des outils qui sont déployés pour réaliser ces études d'impact, on a quand même une image très très fidèle à la réalité. Pourtant, dans le sud de la France, un homme a douté de ses calculs informatiques. Et il a eu raison. C'est son histoire qu'il va me raconter. Dans le petit village du Cress, à côté de Montpellier, je rencontre Stéphane Dominguez. Il habite à côté de cette usine qui produisait l'asphalte de nos trottoirs et il a réussi à la faire fermer. C'est fini, il n'y a plus de fumée qui sort, enfin, on est vraiment soulagés. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, presque 4 ans. 4 ans, dont 3 années à se battre et le résultat est là, l'usine a cessé sa production, c'est une très bonne chose. Tout commence en 2008. Ce père de famille achète un appartement dans ce quartier, à 700 mètres de l'usine. Une proximité qu'il découvre quelques semaines après son emménagement. Une nuit d'octobre, à 3 h du matin, les émanations de l'usine tombaient directement sur le quartier à cause du vent et rentraient dans l'appartement par les aérations. Et c'était tellement fort, tellement gênant que ça nous a réveillés en pleine nuit. Pour réveiller quelqu'un à 3 h du matin, il faut le faire. Ma femme et moi, on a été réveillés par les odeurs d'hydrocarbures, on avait mal à la tête. Et là, moi, j'ai craqué, j'ai dit stop et je me suis mis à l'ordinateur. Stéphane Dominguez est chercheur en géosciences. Il part en guerre contre l'usine. Il commence par cartographier la zone touchée par les odeurs. Pendant plusieurs nuits, il patrouille dans le voisinage avec d'autres riverains. Alors en circulant en voiture dans le quartier et en sentant les odeurs, on avait à peu près une idée de la zone qui était affectée par les émanations de l'usine. C'est 5 000 à 6 000 personnes potentiellement qui pouvaient ressentir les odeurs de l'usine. Stéphane alerte la préfecture, mais elle dispose d'informations rassurantes fournies par l'industriel sur les émissions des fumées de l'usine. Voici les conclusions de l'étude d'impact dont l'État dispose en 2009. Aucun effet toxique par inhalation n'est susceptible de se produire pour la population avoisinant le site. Rien d'alarmant donc, mais Stéphane n'en démord pas. Le scientifique épluche l'étude dans le détail et relève plusieurs erreurs. On s'est aperçu que dans ces gros dossiers qui font des centaines de pages, il y a des erreurs de règle de 3, des choses aussi bêtes que ça. Il y avait une erreur de calcul grossière à la 3e page. Alors ça pose beaucoup de questions sur l'efficacité du logiciel, évidemment. Après plusieurs manifestations de riverains, le préfet demande à l'industriel de nouvelles mesures, cette fois-ci concrètes. Sans logiciel, mais avec des capteurs d'air, comme ceux-ci, installés dans les zones habitées autour de l'usine, sur les toits des immeubles. Et là, la surprise a été énorme. Ce capteur-là a enregistré des concentrations en naphtalène, donc un des composés des HAP, qui sont 700 fois plus importantes que ce que prédisait le logiciel. Et c'est valable aussi pour d'autres composés organiques volatiles, le benzène, qui avait des taux de 600 fois. On a même eu des produits toxiques qui avaient des valeurs jusqu'à 1000 fois supérieures à ce que prédisait le logiciel. Le verdict des capteurs est sans appel, l'usine pollue. Le préfet impose alors de nouvelles contraintes techniques à l'exploitant. Après avoir effectué plusieurs mises aux normes très coûteuses, l'industriel décide de fermer boutique. Sans le combat de cet habitant du Cress, cette usine continuerait peut-être de polluer. Est-ce toujours aux riverains de s'emparer de ces problèmes de pollution ? L'État est-il assez impliqué dans les contrôles de ces usines ? À l'Assemblée nationale, une ancienne ministre de l'écologie m'a donné rendez-vous. Delphine Batho, désormais députée, plaide pour un renforcement du rôle de l'État dans la surveillance de ces usines. Là, il y a une énorme anomalie qui n'est plus acceptable. C'est qu'en France, toutes les décisions des autorités publiques sur les questions d'impact sur l'environnement sont basées sur des études d'impact environnemental qui sont faites par les industriels eux-mêmes. Il y a un problème de principe même à ce que on ait aujourd'hui en réalité une faiblesse de la puissance publique pour contrôler toutes ces études et sur lesquelles en réalité on n'a pas
toujours les moyens de vérifier. Fumée dangereuse, insuffisance des contrôles de l'État. Je me demande si les pouvoirs publics ont vraiment pris conscience du danger que représentent les usines de bitume. Je termine mon enquête au coin de la rue, sur un trottoir, en plein travaux. À ce jour, c'est le seul endroit où un lien entre bitume et cancer mortel a été établi. L'air est difficilement respirable, mais ça n'a pas l'air de gêner ceux qui manipulent le bitume au quotidien. Ouais, mais l'odeur là. Ça fait. Ouais, c'est l'odeur de l'enrobé, c'est pas forcément dangereux. Ça vous donne pas un peu l'effet nausée ou mal à la tête? Vous êtes habitué? Bah ouais. Vous pensez que c'est dangereux pour la santé? On va pas penser qu'on fait nous. On est en plein air. Moi, je pense pas que ça nous fasse quelque chose. Pourtant, le danger est bien là. Un industriel du bitume a pour la première fois été condamné. En 2012, Eurovia a été reconnu coupable de faute inexcusable dans le décès de l'un de ses ouvriers, victime d'un cancer de la peau. La justice a reproché à l'entreprise de ne pas avoir suffisamment protégé son salarié, à la fois du soleil et des fumées de bitume. Eurovia a toujours nié le lien avec le bitume. Bonjour. Merci d'être venu. Pas de problème. Je montre les images du chantier à Frédéric Mau, syndicaliste à la CGT. Il confirme que les ouvriers sont très exposés aux dangers du bitume. Là, ça. Lui, le poste le plus exposé, et là, ça souffre aucune contestation, c'est lui. Celui qui est à la brouette, là, au cul de la trappe. C'est lui qui prend le plus. Donc à chaque fois qu'il lève ou descend la trappe, à chaque fois que l'enrobé tombe, là, c'est bouffe. Maintenant, on est rendu à faire des 60 et 70 tonnes par jour à la main. C'est à coup de centaines de tournées de brouettes, quoi. Donc le mec, c'est... Ah bah, il peut dire, je fume pas, hein. Il n'a pas besoin de fumer. Hein. De toute façon, il prend 3 paquets de gita de maïs à chaque brouette. Donc oui, en effet, il n'a pas besoin de fumer. Alors pourquoi, sur ce chantier, seule la moitié des ouvriers a mis des gants et aucun ne porte de masque? Si on commence à nous déguiser, nous, en cosmonautes, alors qu'on est en train de faire un carrefour, la mère de famille qui va passer avec son landau, qui nous voit en cosmonaute, et elle qui va passer dans le nuage elle va penser quoi, elle? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous protégez? Moi, je suis pas protégé. Enfin, on travaille sous public. Donc, on ne protège pas les salariés pour nier le risque. Les fumées des usines de bitume, un risque invisible dont on commence à peine à prendre conscience. Les maladies liées à la pollution de l'air peuvent mettre des années avant de se déclarer. Dans très peu de cas, les malades sont reconnus par la justice comme victimes de la pollution.